Eh bien, bonjour à vous pour une nouvelle séance de conférence vidéo. Alors, une conférence qui va être un petit peu particulière ce soir pour deux raisons. La première, c'est que nous n'allons pas aborder un cinéaste. Bon, vous l'avez vu la précédente vidéo, là, je vous remercie à tous ceux qui l'ont visionné, qui était consacrée à Jack Arnold. Et la prochaine sera consacrée à un très grand documentariste qui est Frederick Wiseman. Après, j'aborderai des cinéastes un petit peu plus rares comme Léonid Moghi. Mais donc voilà, ce soir, le thème sera un thème qui est très peu abordé en fait en médiathèque, puisqu'on aborde souvent le cinéma sous l'angle artistique, c'est un petit peu normal parce qu'on est dans un secteur culturel. Eh bien, nous allons aborder le cinéma sous l'angle économique. Voilà, donc c'est une des particularités. Et la deuxième particularité, c'est que je vais laisser la parole pour la grande partie de ce déroulement de cette séance à ma collègue Lorraine Lambinet, qui est la directrice du cinéma Le Central, le cinéma qui est situé dans le bâtiment même du Palais de la Médiathèque. Ça sera l'occasion pour vous de faire sa connaissance, voilà, si vous ne la connaissez pas, et d'évoquer un petit peu le cinéma Le Central, parce que lorsqu'on évoque cinéma, c'est évident qu'il y a quand même la salle du cinéma. Voir un film en salle de cinéma, c'est essentiel. D'ailleurs, je vais commencer cette séance par une citation de Raymond Bellour, qui est un historien du cinéma, qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment un qui fait référence, qui s'appelle « La querelle des dispositifs » aux éditions POL. Et je vais extraire une citation. La projection vécue d'un film en salle, dans le noir, le temps prescrit d'une séance plus ou moins collective, est devenue et reste la condition d'une expérience unique de perception et de mémoire, définissant son spectateur et que toute situation autre de vision altère plus ou moins. Et cela vaut d'être appelé cinéma. Donc cette déclaration peut sembler elle est restrictive, elle peut sembler aussi radicale, car selon Raymond Bellour, le terme cinéma ne vaut uniquement que si on voit le film en salle. Donc il fait totalement abstraction, par exemple, de la notion de cinéma en tant que mise en scène. Un film est un film de cinéma s'il y a un travail de mise en scène. Non. Raymond Bellour, c'est aussi l'objectif de cet ouvrage, parle de dispositif. Donc, ce qui me met quand même, moi, dans une certaine forme, un certain statut de réflexion, de perspective, puisque ce que nous connaissons là, et c'est aussi le but de cette séance sur l'économie du cinéma, c'est une phase exceptionnelle que nous traversons, puisque dans l'histoire du cinéma, depuis la création du cinéma, la première projection des Frères Lumière en 1895, jamais nous n'avons connu de période de fermeture des salles de cinéma. Là, à l'heure d'aujourd'hui, nous enregistrons cette séance fin février, ça fait novembre, décembre, janvier, février, ça fait 4 mois que les salles de cinéma sont fermées, qu'il n'y a aucune projection, du moins légale, connue de films, de séances collectives. Donc, si on reprend la définition de Raymond Bellour, le cinéma n'existe plus aujourd'hui, quelque part, une certaine forme du cinéma. Alors certains vont dire, oui, il y a Netflix, il y a Amazon, il y a Disney, il y a sur un autre secteur un petit peu plus culturel, il y a des plateformes comme Mubi ou comme la Cinétech, mais voilà, peut-être une interrogation de se poser cette question, de voir un film sur son ordinateur, l'ordinateur qui sert à s'informer, à se cultiver, à communiquer, à envoyer des mails, c'est quand même très particulier. D'utiliser le même instrument. Moi, j'ai toujours dit que cette particularité du cinéma est peut-être gommée, ne serait-ce que l'utilisant les plateformes sur YouTube, qui sert à la fois de voir un anniversaire familial, quelque part, un film de famille, un film particulier qui est mis sur YouTube, avec un film d'Antonioni. Ça m'a toujours quelque part interpellé, interrogé,
que l'ordinateur voilà, est un support pour voir différents types de programmes. Et c'est vrai que lorsque je réfléchis, bon moi qui suis allé, alors je connais aussi cette période pour moi est quand même assez exceptionnelle du fait que je suis allé au cinéma régulièrement, je n'ai connu d'interruption, de fréquentation de salle depuis ma plus tendre enfance, dirons-nous, hein, depuis la fin des années 70 quelque part. Je me suis toujours posé la question de savoir si la mémoire cinéphilique n'était pas plus liée davantage à la projection d'un film qu'à la vision à l'époque. C'était à l'époque, je me posais la question, des années 80, où je voyais des films à la télévision, et ensuite en DVD ou en vidéocassette. Hein. Le stade de la vidéocassette aussi était assez important. J'ai toujours l'impression que le film, l'expérience salle que définit Raymond Bellour, était beaucoup plus importante. En fait, le film restait plus dans ma mémoire, le fait de l'avoir vu en salle. Parce qu'il y avait quelque chose qui aussi prenait place dans mon esprit, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais. Roland Barthes a souvent parlé de disponibilité, en fait, que le fait d'aller voir un film en salle était lié à une forme de disponibilité, une double disponibilité, une disponibilité sur le plan temporel, parce que le fait de se déplacer, de sortir de chez soi, d'aller voir un film, de faire la queue, déjà c'était une notion de temps en fait, on prenait du temps pour aller voir un film, et après, cette disponibilité, c'est lors de la projection, en fait, on faisait le vide quelque part dans la tête, et ce vide, qui est lié donc à une forme de concentration, était aidé du fait également qu'on était dans un lieu autre que dans un lieu, le domicile, chez soi, notre propre intérieur, en fait, notre propre intérieur qui est le lieu qui nous entoure quelque part. Donc, et c'est évident que les films que j'ai vus en salle m'ont beaucoup plus marqué en fait. Il y a une mémoire affective, mentale, qui est beaucoup plus forte. Hein. Lorsqu'on voit le film en salle, Serge Danet disait, on est immobile dans une salle face à des images qui elles qui ne sont pas immobiles, qui sont une sorte, qui se déroulent quelque part sur l'écran. Immobilité et une forme d'images qui se déroulent, de pellicules qui se déroulent à l'écran. Voilà, donc cette idée aussi de voir un film en salle, pour moi, était extrêmement intéressante du fait que lorsqu'on sortait de la salle, c'est Deleuze qui parlait de spectacle permanent quelque part, et bien lorsqu'on sortait de la salle, on restait très longtemps avec cette idée, avec cette émotion qu'on avait. Moi, je me souviens d'avoir vu Soir froide en salle de cinéma, Vertigo d'Alfred Hitchcock, et de m'être promené dans des rues désertes. C'était un dimanche de province, c'était un dimanche en province, hein, et voilà, d'avoir ce film qui était imprégné en moi. Contrairement à Paris, lorsqu'on sort des salles de cinéma, où on est confronté à la vie, en fait. On voit une vie qui se déroule devant soi. Donc cette salle aujourd'hui qui est remise en question, hein, on le voit bien, puisque de jour en jour, il y a les grands studios qui parlent de mettre leurs films très rapidement, de manière simultanée, en streaming sur leur propre plateforme. La Paramount vient de lancer sa propre plateforme il y a quelques jours. Donc c'est vraiment une interrogation sur l'avenir des salles de cinéma. Ces salles de cinéma qui ont été protégées par un organisme unique au monde, hein, qui est le CNC, qui est un organisme qui cadre à la fois sur un plan économique, sur un plan administratif, le cinéma français. Un organisme exceptionnel en fait, hein, c'est un système, le cinéma français est basé sur un système économique unique au monde, qui me paraît intéressant de développer. Donc c'est pour cette raison que je vais laisser la place à Lorraine qui va vous parler de l'économie du cinéma et du rôle prépondérant du CNC. Alors pour rebondir sur ce que vient de dire Eric, il est important, je pense, de faire un petit bilan de l'année 2020 des salles de cinéma. Alors, année 2020 qui a été, crise sanitaire oblige, très impactée pour les salles de cinéma qui ont été fermées 162 jours. 162 jours qui ont entraîné un recul de 70% des entrées par rapport à l'année 2019. Alors 2020, aucun film n'a atteint 3 millions d'entrées. Alors je parle de la France uniquement, hein. Seuls 3 films ont atteint les 2 millions.
Alors, il s'agit de Tenet, 1917, Sonic. Donc, ce sont des films américains. Films américains qui ont représenté moins 42% en 2020 et je reviendrai un petit peu plus précisément après en quoi les films américains sont importants. Donc les salles américaines ont été fermées pendant un an, hein, c'est-à-dire que là elles vont rouvrir, là je crois que le 3 mars il y a quelques salles new-yorkaises qui vont rouvrir. Les salles américaines ont été fermées pendant un an, contrairement à la France qui a un peu fait ce qu'on peut appeler le stop and go, c'est-à-dire on a ouvert, on a refermé, on a ouvert, on a refermé. Alors quand on a rouvert, on a été marqué cruellement par des nombreux reports de films. Beaucoup de films sont reportés à 2021, pas des moindres. Le James Bond, Mourir peut attendre, est reporté à 2021 si nous rouvrons en 2021. Top Gun 2 également. Il y a eu des sorties de films qui ont carrément été annulées, donc des films ne sont même pas sortis au cinéma, donc au profit des plateformes. Alors les plateformes qui ont pour le coup vraiment tiré leur épingle du jeu pendant le confinement et dès le premier, puisqu'il n'aura échappé à personne que bon, certes Netflix existait, mais que nous avons eu le lancement d'une plateforme Disney+. Et pour le lancement de Disney+, l'élément vendeur, c'était l'annulation de la sortie en salle de Mulan et de Soul, qui était le film d'animation Pixar le plus attendu, en tout cas les deux grands films porteurs de l'année 2020. Donc Disney+, le dit, hein, ils ont atteint le nombre d'abonnés qu'ils avaient prévu d'avoir en 2024, c'est-à-dire qu'ils sont déjà à plus de 60 millions d'abonnés, c'est énorme. J'ai été plutôt négative, mais voilà, je voudrais peut-être, ce qui me paraît bien, c'est de mesurer quand même qu'en France, nous avons une exception culturelle. Voilà, on fait figure d'exception, hein. On a une production nationale, on a des films locaux, on a un cinéma français qui existe et qui existe grâce à un modèle typiquement français qui est celui du Centre national de la cinématographie, le CNC, qui est un peu aujourd'hui fragilisé. Alors, qu'est-ce que le CNC, le Centre national de la cinématographie? Alors, c'est un vieux monsieur, puisque sa création remonte à 1946. Alors il faut le savoir, en fait le CNC, qui gère toutes les salles de cinéma en France, dépend du ministère de la Culture. Donc ce choix de le placer sous l'autorité du ministère de la Culture date de l'époque de André Malraux en 1959. Alors le CNC, qu'est-ce donc? C'est un écosystème, c'est un système de régulation qui a donc été mis en place depuis sa création, et qui permet, en tout cas, la pluralité de l'offre de films, sa diversité, et il permet une chose qui n'est pas négligeable, un équilibre entre les acteurs les plus dynamiques, c'est-à-dire les plus commerciaux, les films qui marchent le mieux, et les acteurs les plus fragiles, les films d'auteur, etc., etc. Donc, il faut le savoir, c'est un modèle de référence dans le monde entier. Alors, le contexte de sa création, voilà, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, hein, le CNC. Le CNC, sa création est une conséquence à l'accord franco-américain qu'on appelle l'accord Bloom-Burns. Qu'est-ce donc? Alors cet accord, en fait, a été mis en place afin d'abroger les règles d'interdiction de projection des films américains en France et qui permet en fait la libre pénétration des films en France. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'avant, donc depuis 1936, il existait un système des quotas. C'est-à-dire que le nombre de films américains en France était soumis à un certain nombre, enfin un quota. Et cet accord marque la fin de ces quotas. Alors là, c'est là que le CNC s'est créé, tout simplement parce qu'il était important de défendre la diversité culturelle. Et c'est surtout que beaucoup ont vu une tentative d'assassinat du cinéma français. Et que la création du CNC était une manière de lutter contre ce qui pouvait être considéré comme l'impérialisme américain. Voilà, en tout cas, pour l'origine de la création du CNC. Alors, ce qui est important, le CNC, en fait, il a créé une première loi d'aide. Alors, une aide aux producteurs et aux exploitants de salles. Alors, exploitants de salles, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça risque d'être très long, mais juste brièvement, il est important de le dire. En fait, alors cette aide, elle s'appelle la TSA, c'est la taxe spéciale additionnelle. Et en quoi elle est importante pour les exploitants brièvement? Tout simplement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si nous avons un parc de salles moderne et équipé à la pointe, pour exemple, le dernier en date, il date d'à tout juste 10 ans, en 2009,
les salles de cinéma se sont équipées entièrement en numérique. C'est-à-dire qu'avant, on était sous un support 35 mm pellicule avec des projecteurs 35 mm. Et en l'espace de 2-3 ans, nous sommes passés au tout numérique. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, le format de diffusion des films au cinéma et le numérique, exclusivement le numérique. Et cela a été possible grâce à l'aide du CNC, qui a permis de soutenir les salles pour passer rapidement à la numérisation totale des salles. Les modernisations des salles aussi, si les salles sont souvent en France, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voyager, mais en tout cas les salles en France sont toujours des salles toujours relativement correctes en termes d'accueil, de confort, et voilà, ce qui n'est pas toujours le cas des autres salles dans le monde. Alors je vais revenir plus particulièrement sur les aides aux producteurs. Quand on va au cinéma, en fait, on aide et on soutient notre cinéma tout simplement parce que sur chaque prix du billet est prélevée une taxe, donc la fameuse TSA, taxe spéciale additionnelle, une taxe qui s'élève à hauteur de 10,72%, c'est précis, du ticket. Donc tous, alors c'est pour ça que la part des films américains est importante, que vous alliez voir un film français, un film d'animation, un film américain, un film roumain ou un film espagnol, vous participez à alimenter cette taxe. Voilà, c'est pour ça que quand de temps en temps on entend dire « Ah, les films américains, les films américains, qui génèrent le plus d'entrées, participent aussi à la création et à la production des films français. Donc comme je le disais, la part des films américains est tout aussi importante et il participe lui aussi à cet écosystème. C'est un lien ontologique qui se justifie par cette règle simple, admise par tous, que je vais vous lire. Toute personne qui tire profit de la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles doit contribuer à la création de ces œuvres, proportionnellement à son chiffre d'affaires. Alors, avec cette fermeture prolongée, mais aussi tous ces films qui partent sur les plateformes, parce que je ne l'ai peut-être pas souligné, mais les plateformes, je pense qu'on l'a tous saisi, malheureusement, ne participent pas et n'alimentent pas cette TSA. À partir du moment où vous voyez un film chez vous dans votre canapé, malheureusement, c'est une perte de recettes colossale et cet écosystème s'en retrouve fortement fragilisé, puisque entre les fermetures et tous ces films qui partent sur les plateformes, la TSA n'est plus alimentée. Et alors, petit chiffre, en 2020, on estime à 90 millions la perte des entrées. 90 millions d'entrées qui représentent à peu près 65 millions de TSA non générés. 60 millions d'euros. Donc ça veut dire que c'est autant de ressources en moins qui n'existent pas pour réinvestir dans le cinéma français. Donc se pose la question, à l'heure d'aujourd'hui, du cinéma, les futures productions, et alors pas les gros budgets, mais surtout les petits films fragiles, les films d'auteur, les films plus exigeants, tous ces films qui pouvaient exister grâce à cette TSA qui était alimentée et qui permettait de développer davantage cette diversité et cette pluralité de films qui est aujourd'hui un peu remise en question. Se pose aussi la question des supports physiques. C'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, à partir du moment où il y a une chaîne qui est compromise, c'est-à-dire la chaîne du film qui arrive en salle, du film qui sort en DVD ou en Blu-ray, selon une chronologie des médias qui est propre à la France, donc 4 mois après sa sortie en salle, puis après sa sortie en SVOD et enfin sur une chaîne de télévision. Tout cela est compromis puisqu'il n'y a plus en fait la sortie salle, et la sortie salle qui était souvent qui entraînait directement la sortie DVD Blu-ray, puisqu'un film était le premier lieu d'exclusivité et souvent lié à sa sortie DVD Blu-ray. Le rapport au film s'en retrouve aussi impacté, puisqu'un DVD, un Blu-ray se prête de main en main. Souvent, une personne qui a vu le film en salle le conseille à une personne qui ne l'aurait pas découvert en salle, puisque les délais, 4 mois, sont... Voilà, un DVD Blu-ray, il profite encore de l'exposition d'un film qui est sorti au cinéma. Un film au cinéma est souvent exploité pendant des semaines, voire des mois. Donc il y a encore cette corrélation entre le public de salle et le public consommateur de DVD Blu-ray qui se trouve aujourd'hui un peu remise en question
puisque le rapport au film n'est plus le même. De découvrir un film seul chez soi sur une plateforme, il n'y a plus ce rapport à l'objet. Alors je parlais de diversité, de pluralité, de films d'auteurs, de films exigeants. Alors il faut savoir qu'en France, la France est l'un des pays qui a le plus de premiers films. Premier film, donc qui soutient les films d'auteurs. Donc il y a en moyenne en France 60 films qui sont réalisés par des jeunes réalisateurs, dont c'est le premier film. Grâce à ce qu'on a évoqué précédemment, cette fameuse TSA qui soutient la création et ces nouveaux auteurs qui sont aussi très souvent les ambassadeurs du cinéma français dans le monde, puisque la France bénéficie d'une production qui s'exporte très bien et qui en plus, ces premiers films sont des films qui sont souvent récompensés. Alors, je vais en citer quelques-uns. Tous ces films sont des premiers films. Ce sont des films qui ont bénéficié d'une très belle exposition, dont on a tous entendu parler, mais on a peut-être oublié que c'était des premiers films. Alors, je pourrais citer Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, qui a remporté le César du meilleur film, du meilleur scénario, de la meilleure actrice pour Léa Drucker. Il y a aussi Patient de Grand Corps Malade, Les Chatouilles de Andrea Bescon, qui avait remporté le César de la meilleure adaptation et de la meilleure actrice. Mustang, le film de Denise Gams-Erguyen. L'amour flou de Romane Bourringer, que nous avions reçu au Central. Le chant du loup de Antonin Baudry. Alors, celui-là, c'est peut-être le plus représentatif, puisque c'est un des derniers qui est sorti et qui s'est exporté dans le monde entier et qui est même allé jusqu'aux Oscars, Les Misérables de Ladjili, qui a remporté, donc qui a d'abord eu une belle exposition au Festival de Cannes, qui a remporté 4 Césars et qui a représenté la France aux Oscars. Donc voilà, alors pour citer j'en ai peut-être un autre à citer qui malheureusement a été fortement impacté par l'année 2020, qui est sorti juste avant le premier confinement. Il s'agit de Deux, le film de Filippo Meneghetti. Ce film-là, il représente la France aux Oscars aussi, également, comme Les Misérables. Alors, en quoi c'est un film exigeant qui ne peut n'exister qu'en France? C'est de par son scénario. Voilà, l'histoire, c'est 2 femmes sexuagénaires qui vivent secrètement leur relation. Donc, vous voyez, c'est un sujet pas évident sur le papier, qui est traité de manière bienveillante et avec beaucoup de sensibilité. Et voilà, c'est très intéressant de lire le retour du producteur qui dit qu'il a dû présenter son film 3 fois au CNC pour avoir droit à l'avance sur recette. Voilà, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément faciles à sortir, mais c'est des films qui s'accompagnent, hein, bien sûr. Voilà, tout ça, Deux, c'est l'exemple probant d'un film soutenu par le CNC et qui représente toute la diversité, la pluralité du cinéma français en France et qui s'exporte en plus jusqu'aux États-Unis. Il y a des films qui devaient sortir en 2020, qui sont aussi des premiers films qu'on espère voir en salle en 2021, qui sont aussi des très beaux films. Il y a Slalom de Charlène Favier, La Nuée, qui a remporté 2 prix au Festival de Gérardmer, qui est un film de genre, de Juste Philippot, et également 16 printemps de Suzanne Lindon, voilà, qui sont des très beaux films et qui témoignent encore de la grande diversité de notre cinéma. Alors le CNC, voilà, il finance une industrie française dynamique et innovante, le premier partenaire du cinéma d'auteur. Il finance le rêve des créateurs d'images. Il soutient une industrie dynamique et innovante qui permet à la France d'être le premier partenaire du cinéma d'auteur dans le monde. Il dispose d'une industrie cinématographique vigoureuse. Le cinéma français assure 20% de la production en Europe. C'est énorme. C'est le 3e producteur du cinéma au monde, après les USA et l'Inde. Et il représente une part de marché national de 35%. Alors, je le disais en introduction, si la France accuse 70% d'entrées en moins en 2020, elle s'en est quand même sortie grâce à ses productions locales. Voilà, qui ont été multipliées par 2. La part de marché des films français sur son territoire a été multipliée par 2, ce qui est malgré tout une force dont ne bénéficient pas forcément les autres pays.
Alors je parlais de ces films français qui sont malgré tout sortis en salle sur les 6 mois où les salles ont pu ouvrir. Donc et qui témoignent de cette qualité. Donc nous avons quand même le film de Albert Dupontel, Adieu les cons, Été 85 de François Ozon, Antoinette dans les Cévennes qui a été la surprise de l'année 2020. 30 jours max de Tarek Boudali dans un autre genre. Nous pouvons également souligner Effacer l'historique de Kerven et Delépine, ou De Gaulle, ou encore le magnifique film de Sébastien Lipchitz, Adolescente. Donc dans ce contexte où la France et les films génèrent moins de TSA, c'est tous ces petits films qui sont un peu remis en question. Voilà, est-ce que à l'avenir, nous pourrons encore voir financer et soutenus des petits films de qualité aussi exigeants et qu'originaux que sont ceux que je viens de citer et qui font toute la cinématographie française. Alors, dans un contexte où l'on génère le moins de TSA, on peut se poser la question d'un marché plus fragilisé qui soutiendrait peut-être moins les œuvres exigeantes, singulières, pour finalement soutenir des films plus formatés, censés plaire à un plus grand nombre, comme c'est un peu le cas, ce n'est que mon avis, de certaines œuvres que l'on découvre sur les plateformes. Alors en France, on a une autre spécificité qu'il ne faut pas négliger, qui sera peut-être fragilisée dans les mois à venir, puisqu'une réforme est en cours, mais qui à l'heure d'aujourd'hui permet de protéger la salle de cinéma, la sortie DVD Blu-ray, grâce à ce qu'on appelle la chronologie des médias. La chronologie des médias, c'est une spécificité française, c'est une spécialité du droit français qui réglemente la distribution des films et des délais de diffusion. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, lorsque vous allez voir un film en salle, il y a des délais très précis, qui est, par exemple, la sortie DVD Blu-ray, elle est de 4 mois. C'est-à-dire, à partir du moment où un film sort au cinéma, son délai de sortie est de 4 mois pour pouvoir se procurer le film en DVD Blu-ray. Alors c'est également c'est 18 mois pour voir c'est 8 mois pour voir le film sur Canal+, c'est 18 mois pour les autres chaînes payantes, c'est 36 mois pour découvrir le film en SVOD, c'est-à-dire sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Alors, pourquoi c'est important de souligner cette spécificité? Ça explique certaines choses. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand elles se sont procurées Disney+ lors du premier confinement, ont découvert qu'en France, elles n'avaient pas accès à certains contenus. Alors lesquels, par exemple Disney+, beaucoup de personnes pensaient découvrir le dernier Star Wars, donc le Star Wars, l'ascension de Skywalker, ou voir Toy Story 4, par exemple. Pourquoi ces films n'étaient pas disponibles? Tout simplement parce que nous sommes régis par cette fameuse chronologie des médias qui ne permet pas de découvrir ces films-là en France avant 36 mois. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes en France et que vous avez Disney+, il faudra attendre encore 1 an pour découvrir ces 2 films. Alors ce qui compromet l'exclusivité de la salle et donc la sortie également de DVD Blu-ray, elle est pour l'instant, alors c'est juste acté aux États-Unis, mais voilà, la chronologie des médias, une réforme est prévue en juillet, il me semble, donc à suivre de près. En tout cas, pour les États-Unis, on se rend compte que suite à diverses plateformes qui se sont créées, des studios qui créent leur propre plateforme, c'est le cas d'Universal, c'est le cas de Disney+, on l'a cité, mais également on a appris il y a 2 jours que Paramount allait créer sa propre plateforme Paramount+. On se rend compte de plus en plus que la tendance est que la sortie salle soit ou en simultané de la mise à disposition des films sur les plateformes ou avec, on parle de 17 à 30 jours. Donc vous voyez, dans cette chaîne, où se place le DVD, le Blu-ray, ce support physique, à partir du moment où vous avez la mise à disposition d'un film à la fois en salle de cinéma et sur une plateforme, est remis fortement en question le support physique.
Donc il y a une réforme, je vous parlais d'une réforme. Donc, la réforme, en fait, elle vise, alors on espère, on croise les doigts, elle vise à encourager les plateformes qui ne participent pas du tout à cette TSA et qui est essentielle à la vigueur du cinéma, et d'encourager les plateformes et les obliger à financer les œuvres, à investir dans le cinéma français. Voilà, donc l'idée, en tout cas c'est la tendance, on va suivre ça de près. L'idée est qu'une plateforme qui investit, en fait plus une plateforme va investir, plus son délai de mise à disposition du film sera court. Je m'explique. Une plateforme qui va investir 25% de son chiffre d'affaires dans la production française pourra diffuser ses films avant 12 mois. Si elle investit moins, 20%, on parle de 20%, il faudra qu'elle attende 1 an avant de pouvoir mettre à disposition son film sur la plateforme. Donc on l'a bien compris, les prochains mois seront déterminants. On va suivre de près l'évolution de cette chronologie des médias, cette spécificité française qui doit... Alors voilà, Jérôme Sédou qui est quand même l'une des grandes personnalités du cinéma français, il est producteur, distributeur, exploitant de salles, il dit que de toute façon... cela ne pourra passer que par une profonde modernisation du système de soutien à la création. C'est indéniable. Et on croise les doigts pour le support physique, puisqu'on a appris récemment que le dernier vidéoclub parisien, situé au quartier latin, Vidéosphère, vient de fermer. Donc cette remise en question de la chronologie des médias doit soutenir tous les secteurs, que ce soit la salle, le support physique, et les œuvres. Eh bien, merci Lorraine pour tous ces éléments, ces informations que tu nous as apportées, qui ne manqueront pas d'intéresser notre auditoire. Voilà, tu évoquais la fermeture d'un vidéoclub qui Vidéosphère, qui était l'un des derniers vidéoclubs de la capitale, qui possédait pratiquement 40 000 références, puisque le propriétaire avait décidé de tout conserver, un petit peu tous les sorties DVD ou vidéocassettes. Voilà, donc ces disparitions pratiquement totales des vidéoclubs nous renvoient à une question qui est propre à notre profession, l'avenir des collections de films sur support en médiathèque. Alors là, je vais citer un ouvrage professionnel qui s'appelle Du cinéma en bibliothèque, qui est édité par Images en bibliothèque. C'est un ouvrage professionnel, mais bon, on peut vous le prêter si vous le demandez. Et il y a un article extrêmement intéressant, c'est un ouvrage qui date de 3-4 ans, alors ça va extrêmement vite dans ce domaine, notamment sur la VOD, mais on parle des collections en bibliothèque, des collections de films qui sont accessibles au public, et on cite Henri Langlois. Alors on sait que les bibliothèques municipales n'ont pas vocation d'être le dépôt légal de tout ce qui a été fait en la matière, en DVD et en vidéocassette, mais voilà, je vous citerai d'ailleurs une vidéo qui est Les Enfants de l'amour de Léonide Mogui. Bon, c'est pas un hasard parce que j'évoquerai Léonide Mogui. C'est une collection issue de René Château. Eh bien, soit vous allez à la cinémathèque lorsque le film est diffusé. D'ailleurs, il y a eu 2 rétrospectives Léonide Mogui, c'est très rare dans l'histoire de la cinémathèque, d'ailleurs, parce que la première rétrospective avait fait salle comble, d'où une deuxième rétrospective quelques mois après. Donc soit vous voyez le film à la cinémathèque, soit vous empruntez le DVD, parce qu'à ce jour, ce film n'existe sur aucune plateforme. Donc, les collections des bibliothèques possèdent encore des films rares, des films uniques. Et je pense que c'est encore l'un des rôles importants que nous avons à jouer, c'est de proposer des films extrêmement rares, de plus en plus, des films où nous ne serons pas en concurrence avec des plateformes SVOD. Et pour conclure, je terminerai par une citation, j'ai ouvert par une citation de Raymond Bellour. Là, je citerai une citation qui a été faite par le directeur de la cinémathèque. En fait, il déclare « Notre devoir, c'est la transmission. Il est nécessaire d'accompagner de plus en plus les films, de les introduire, d'éclairer leur raison d'être, ne serait-ce que parce que la distance temporelle qui existe entre leur fabrication et leur réception par les spectateurs d'aujourd'hui s'accroît mécaniquement. Par exemple, il faut expliciter quelles conventions dramaturgiques ont présidé à la réalisation de ces films. Ce n'est pas rien pour un jeune public.
Nous devons leur proposer quelques clés et effectuer le travail qui leur permettra d'aborder ces œuvres. Donc, bon, je cite souvent d'ailleurs cette citation de Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque, parce que ça nous semble, ce travail, ça me semble essentiel, le travail de contextualisation. Aujourd'hui, on parle toujours des films de la nouvelle vague, et ce qui est assez effrayant, c'est de penser que les années qui nous séparent de la nouvelle vague, il y a le même laps de temps, finalement, de la création du cinéma à la nouvelle vague, des films de la nouvelle vague à aujourd'hui. Et ce travail de contextualisation, de situer les films dans leur époque, je ne vais pas dire que les films ont vieilli, puisque bon, il ne faut surtout pas regarder les films anciens avec des yeux de spectateurs d'aujourd'hui. Il faut vraiment se mettre voilà, dans l'époque, quelque part, dans l'époque où le film a été tourné. Eh bien, je pense que ce travail d'accompagnement, ce travail de médiation culturelle est un travail important que nous, bibliothécaires, devons faire. C'est notre rôle, quelque part, d'accompagner les œuvres, que ce soit sur le site de la médiathèque, à travers des commentaires, ou sur le travail physique, en live, en service public. Voilà, c'est sur ce rôle que je terminerai cette séance. Tous les films de Lynn Bogie, pour l'instant, c'est des questions de droit, en fait, ce que m'a expliqué la directrice de l'ADAV. C'est impossible de le mettre sur plateforme VOD parce qu'ils ne savent pas à qui donner les droits.